Apéro spécial Sixers. 4-3. 4-3. Et ils ont perdu 4-3. Et ils menaient 3-2. Mince. Merde. Apéro spécial Process. Bah alors les Sixers. Ouais, c'est l'apéro. Bah alors les Sixers. Bah alors les Sixers. Merde. On va devoir réagir évidemment sur ce Game 7 qu'on a vu ce dimanche. On espère que vous allez bien, que vous étiez avec nous ce midi pour parler de Monsieur Victor Wembanyama. Je rappelle que ce mardi soir, mardi 16 mai, dans la nuit du mardi au mercredi, on sera ensemble à partir de 1h30 du matin sur la chaîne Twitch de Trash Talk pour vivre la loterie de la draft 2023 ensemble pendant que Alex prend des notes. On va se régaler. Une grosse semaine. Je ne veux pas oublier de attend. punchline. Je voudrais surtout pas oublier une punchline, tu vois. Ah bah non, très clairement. Ça serait dommage. Ne zappez pas de cette masterclass qui vous attend en direct sur Twitch à partir d'1h30 du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Vous avez vu plein de choses qui se sont passées. On a vu vos messages. Bah alors, le React, la qualification des Lakers, les Warriors qui sont en vacances. What about Phoenix, Alex? Il n'y a plus de All-Star, il y en a 2. Comment ça se passe? Ils sont 4. Il n'y a plus de coach? What? Je demande où ils sont. Ah, il n'y a plus de coach, ça c'est sûr. Hein? Et votre pivot, oui. et votre meneur? Et Dwight Howard qui tweet non, à Chris Paul de venir à Taïwan. Je comprends plus rien. Bah, il a raison. Ça, c'est tout à fait une option que je valide. Mais non, mais on va y revenir. On va faire les... Ouais, les Suns, ça mériterait un petit débrief. Les Warriors, ça mériterait un bon débrief aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, on est lundi. Ouais. Et l'actualité de ce dimanche nous drive un peu vers Philadelphie quand même, hein, si j'ose dire ainsi. Tu veux parler barbe, docteur et pivot en 3 lettres. Ouais, tout à fait. Donc on va devoir parler de tout ça, vous inquiétez pas, il y aura du débrief dans tous les sens, on reprend les services, vous étiez nombreux à demander pourquoi est-ce que le Game 7 n'était pas commenté. On peut pas être sur tous les Game 7 non plus, on était là quand même sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr et certain, avant de démarrer avec nos amis les Sixers, parce que je sais que la Boston Nation bombe le torse, vous étiez nombreux à avoir connu... Ding ding ding. Le petit cœur brodé, c'est un des best-sellers de 2022-23. Et bien ça tombe bien, vous pouvez aller dans la Descro. Et en premier commentaire, le cœur brodé revient sur le shop de Trash Talk pendant les 15 prochains jours. C'est une pièce de collection, Alex. Ouais, bah j'en ai. J'ai le t-shirt, j'ai les sweats. Voilà. J'ai un petit hoodie. Je recommande le hoodie. Donc hoodie est donc avec capuche blanc un peu crème. On appelle ça blanc. Je crois que ça s'appelle blanc vintage, je crois. Eh oui, c'est le blanc vintage. Et qui est très cool avec le cœur et tout, très très cool. Exactement, n'hésitez pas à foncer, on met tout ça. Et parce que vous êtes des choubidous et que vous voulez une exclue, qui dit le cœur, dit le soleil. Il y a de la casquette qui est disponible aussi, tout ça, ça débarque sur les 15 prochains jours en vente flash. Foncez, on sait que vous aimez bien Represent. On vous a vu nombreux à chaque fois, que ce soit au Grand Rex ou ailleurs. Donc allez-y, faites-vous plaisir, que ce soit pour l'été. Alex, un petit soleil orange, ça te rappellera? Ouais, il y a le soleil, il y a un soleil jaune aussi, non? Ou c'est moi? Il y a un soleil orange, il y a un soleil jaune. On demandera à la commune nous élire qui sera le meilleur. Vous allez dans la Descro ou en premier commentaire et vous allez pouvoir checker tout ça. Comme Monsieur Doc Rivers qui aura tout le temps de faire ses courses aussi. Alex, nous étions ce dimanche. Attends, après, tiens, c'était l'année 1 du projet. Donc, excuse-moi, mais non, il a pas le temps. Il a une année 2 à préparer. C'est quoi S'il est là. Mais il va être là. Pourquoi il serait pas là? Il a encore 2 ans de contrat, il a dit le doc. Il l'a dit le doc. Là. Oui, mais le doc, il a dit j'ai encore 2 ans de contrat, donc pourquoi je serais pas là? Tout à fait. Nous étions ce dimanche, dernier match à horaire français, quasiment à 21h30 pour vivre cette masterclass de Monsieur Jason Tatum. Bravo JT, on reparlera des Celtics dans la preview de finale de conférence face au Miami Heat. Boston a bien géré comme il faut. On est là pour parler surtout de nos amis les Sixers. Alex, il y a un petit peu de boudin, il y a un petit peu de tête baissée aujourd'hui chez les fans des Sixers et à Philadelphie pour tellement de raisons, je ne sais même pas par quoi commencer. Exactement. En fait, c'est ça, parce que on va quand même rendre à César ce qui doit appartenir à César, si tant est que cette expression veut dire quelque chose dans le cadre des Sixers. Si. Ils perdent 4-3 contre les Celtics alors qu'ils étaient ni favoris et qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain, et que Joel Embiid a démarré la série blessé. Dans l'absolu, ce résultat, tu m'aurais dit ça avant la série, je t'aurais fait ouais, c'est un résultat plausible. 4-2, je crois, Celtics, peut-être. Ou peut-être 4-3, d'ailleurs, je me rappelle même plus. J'avais dit 4-3 Celtics, je crois. Attends, je crois que je vais te dire ce que j'avais dit. Là. Je crois que j'avais dit 4-3 Boston. Si longtemps, là, je devrais retrouver ça dans je mon laisse carnet vite fait, là. La commune me redire ça. Ouais, t'as dû dire 4-2. Warriors, tiens, voilà, Anti-Six. Tiens, espèce de hater. 4-2 Celtics, j'avais dit. Très bien. Voilà. Mais, en revanche, le problème, là, qu'on retrouve avec ces Sixers,
c'est que pourquoi ils se font critiquer là depuis hier soir? Évidemment, c'est parce qu'ils n'ont pas été foutus de nous fournir un match 7 digne de ce nom. Bon, ça, on va y revenir. Mais il faut aussi bien se rendre compte du contexte exact. C'est que les Sixers menaient 3-2 avec le Game 6 à la maison. Et en rentrant dans le 4e quart de ce Game 6, qui c'est qui menait? Les Sixers. Donc, et en plus, Jason Tatum était en train de nous faire un gros caca tout mou, bien dégueulasse. Bien sûr. Et le turnaround, le turnaround de la série a eu lieu à ce moment-là, dans le 4e quart du Game 6. Ben oui. Et il vient de ce même Jason Tatum, le même qui leur a foutu 51 pions dans la bouche à la maison au Game 7. Mais c'est lui qui se réveille, c'est lui qui leur fait mal, qui leur fait un grand money time, auquel les Sixers ont été non seulement incapables de répondre à la maison, mais en plus, ils sont arrivés dans ce match 7 à Boston, ils savaient que ça serait dur. Honnêtement, désolé, mais Embiid et Harden font pas leur match. Ils font pas leur match. Ça, c'est sûr, ils le font pas. Ils le font pas du tout. Je veux dire, à un moment donné, on peut tortiller le truc dans tous les sens. Ils ne font pas du tout leur match. Et le pire, c'est qu'à la mi-temps, ils sont qu'à 3 points, les Sixers. Ah, mais bien sûr. Alors que Tatum est déjà en feu. Bien sûr. Il y a tellement d'aspects, en effet, quand on revient sur ce Game 6, il y a 3-2. On a été tellement chamboulé par ce qui s'est passé hier soir. Record de points de Tatum sur un Game 7, alors que Steph venait de l'avoir. Non, mais il a été extraordinaire. Auparavant. Il était extraordinaire. On a le terme si cher à Doc Rivers de choke n'a pas trop été sorti parce que on est dans ce truc. Je trouve pas que ça en global. Soit vraiment, hein, moi. Bah, mais... en fait, moi j'y réfléchissais en amont de cette vidéo. C'est difficile d'utiliser le terme parce que déjà souvent il y a une connotation un peu violente. C'est vraiment genre mais t'as perdu 4-3 contre Boston. C'est juste que comme tu le dis en préambule, tu menais 3-2 et quand tu mènes 3-2 et que t'as l'opportunité de finir le travail à la maison, c'est là que tu peux avoir d'énormes regrets parce que en effet le réveil de Tatum dans le 4e quart-temps avec le gros match de Marcus Smart, avec tous les garçons qui font le travail, fait que cette opportunité là à Philly devant son public, elle était réelle. C'est maintenant qu'il fallait tuer la bête. Ça sentait le sang à plein nez et Philly n'a pas su finir le boulot. Alors qu'au contraire, en effet, puisqu'on rend à César ce qui lui appartient, Boston a fait le boulot. Pourtant, la première mi-temps de Boston sur le Game 7, c'est pas non plus exceptionnel. Comme tu as dit, ça mène de 2 points. Elle est très Sixers. C'est complètement Sixers, tout à fait. Tucker, il met ses 3 points. Tobias Harris, il a l'air dans son match. Autant Harden et Embiid n'y sont pas, autant autour, l'équipe, elle y est. Non, le reste, tout à fait, ils font le boulot. Mais ce sont des Celtics qui nous font un peu peur sur la première mi-temps du Game 7, notamment parce qu'il n'y a pas assez de mouvement de ballon, qu'il y a Tatum qui est en feu, mais sinon, c'est un petit peu isolé. Et puis, en fait, la deuxième mi-temps fait qu'on rentre dans une fessée, en fait. C'est ça qui, moi, je trouve, a été vachement choquant. Je te laisse après prolonger. C'est moi, ce qui m'a chamboulé, c'est que en deuxième mi-temps, j'avais plus du tout l'impression d'être en Game 7. C'était une telle avalanche sur la gueule des Sixers, avec Tatum qui rentre des shoots dans tous les sens, avec plus aucun panier qui rentre, ce record là, 33-10 dans le 3e quart-temps, là, le plus gros différentiel dans l'histoire des Game 7 sur l'ère moderne. On n'était même plus, moi je sais pas toi, mais en deuxième mi-temps, je n'étais plus du tout dans un contexte de Game 7, alors que normalement les Game 7, tu sais, c'est stressant, on est jusqu'au bout. Tu n'y étais plus du tout, mais Joel Embiid et Harden n'y étaient pas non plus. Complètement. Il est là tout le problème des Sixers. C'était à un seul sens. On peut parler de Doc Rivers, effectivement, Doc Rivers dans ces situations-là, c'est peut-être pas le coach le plus tacticien qu'on aimerait avoir et tout quand Embiid ou Harden pioche, mais pardon, ces 2 stars lui font pas le match. Parce que le plus grand différentiel dans un Game 7, dans un quart-temps, là, est donc obtenu par Boston sur ce 3e quart-temps en ne mettant que 33 points. Parce que les Sixers n'ont mis que 10 points. Tout à fait. Alors qu'il y a l'un des meilleurs créateurs de la ligue et avec le MVP, meilleur score, ils mettent que 10 points.
C'est nul. C'est un comportement. Enfin, et même au niveau du body language, dès que Tatum a commencé à tout rentrer et que l'écart a commencé à aller dans les 12-14 points, là, faut ça y est, le body language de loser. Et tiens, tu vois mon suite là. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça il y a des noms de champions dessus. Bien sûr. Ça arriverait jamais à Châteauroux. C'est pas demain la veille qu'il y aura écrit Harden ou Embiid sur ce t-shirt. Ah non, mais ça c'est sûr. Et pourtant le taf qui était fait, on l'avait vu, notamment sur la fin de Game 4, si je dis pas de bêtises, avec PJ Tucker, cette signature, elle sert aussi à ce genre de choses. À la mi-temps, moi je me souviens d'avoir parlé avec certains fans des Sixers où la seule chose que tu veux, c'est PJ Tucker qui prend la parole et c'est tout. Parce qu'il a été là pour cette caution-là. Notamment pour hurler dans l'oreille d'Embiid aussi. Exactement, dans l'oreille d'Embiid pour dire mec, arrête, ça suffit. Et Tucker l'a dit en sortie de match, il a dit on a été weak, on a été faible, on a été soft. C'est ce manque de leadership de la part des deux, c'est ça qui est choquant parce que des performances où tu passes à côté de ta rencontre. Tes shoots rentrent pas, t'y es pas, d'accord, fine. Mais là, Embiid et Harden sur le match, là, sur ce Game 7, je peux pas croire une seule seconde qu'ils avaient l'intensité d'un Game 7. Et ça, moi, c'est un mystère. Enfin, un mystère. C'est un mystère qui se répète, mais c'est un mystère qui est vraiment flippant parce qu'on a vu que ces gars sont compétitifs dans d'autres contextes. Qu'est-ce qui fait, à ce moment-là, que ces mecs sortent complètement de leur jeu, quoi? Alors, je pense qu'il y a aussi la préparation. On peut peut-être en discuter. Moi, je ne suis pas à l'intérieur des vestiaires, mais il y a ce qui se dit, il y a le plan tactique. Parce que j'ai vu beaucoup. Oui, mais Boston a trop bien pris Embiid. Oui, Boston défend bien, oui, c'est indéniable. Mais est-ce que c'est une surprise? Oui, d'accord, mais est-ce que c'est une surprise? Non. Est-ce qu'on a envie de voir Joel Embiid au poste en train d'essayer de jouer son physique? Ou est-ce qu'on a envie de le pouvoir prendre des pull-ups à 3 points? Oh, Joel! Ou des mi-distance, où Horford, il prend pas de risque de faire faute, il met sa main devant Joel, qui n'est pas dans un bon soir, et donc ça rentre pas. Et honnêtement, il m'a saoulé, Joel Embiid, sur ce match, parce que il a fait l'inverse de ce qu'un champion dominant, puissant, un pivot MVP comme lui doit faire dans ce genre de cas. T'as pas la réussite, les petits tirs que tu mets d'habitude, ils rentrent pas. Demande la balle au poste et joue les types. Ils vont venir te doubler, distribue à tes copains. Essaye de provoquer des... il m'a saoulé. Non, mais bien sûr, pareil. Alors Harden qui drive pas, qui prend que des step back. Des step back ou qui a fait des passes alors qu'en fait la voie vers le panier est ouverte. C'est sûr, il y a... Si on fait dossier par dossier, des losers. Embiid a vraiment choqué parce qu'il y a quelques jours, on était dans la fournaise de Philly en train de remettre le trophée de MVP. Il y avait toute cette émotion et on était content pour ce mec en se disant bon, ok, il va pouvoir délivrer, il a ce trophée, on l'attend dans ce genre de situation. Là, dans ce genre de situation, qui est le genre de situation que tu attends dans ta life en tant que compétiteur. Tu l'attends, t'as ton trophée, t'y es, t'es le mec le plus dominant dans les raquettes, etc. Tu dois produire. Tu peux même faire un match qui est un peu raté, mais où tu défonces tout défensivement. Ça arrive. Mais on a déjà vu des gars comme ça essayer de faire. J'ai l'impression que mentalement, la saison d'Embiid s'est terminée quand il a eu son trophée de MVP et ça me déçoit beaucoup. Et j'allais le dire, c'est qu'en fait, quand tu te retrouves devant ce genre de fin de série, j'étais déjà choqué par ce qui se passait sur le terrain. Je vais te dire, moi, ce qui m'a encore plus halluciné, mais ça c'est un classique, c'est ce que j'ai entendu après en conférence de presse. C'est-à-dire que on se retrouve... alors, pour remettre les choses dans leur contexte, il y a une cause qui a été reprise notamment par Chris Mannix, qui a été un petit peu raccourcie, c'est le terrible jeu des réseaux sociaux, notamment où il parlait de « je peux pas gagner seul avec Harden, c'est pour ça que le basket se joue à 5 ». La quote globale est meilleure parce que, notamment, il explique que ça doit être un travail de tout le monde et que lui doit se remettre en question. Mais... je me suis tapé la conférence de presse en direct. Donc, moi, j'aurais préféré qu'ils prennent plus sur lui. Mais bien sûr, c'est accountability. Essayer de prendre le leadership et de se dire tiens, je suis responsable, je me pointe devant le micro et je dis j'ai pas géré. Je n'ai pas géré. Alors que ce qu'on entend, et moi, ça me rend ouf, c'est. Ce qu'on entend, c'est ils sont où Boston... les 3 points de George Niang, quoi. Limite, mais... tout à fait. Mais on a eu surtout Boston est une super équipe, donc soyons fiers d'avoir perdu en 7. Non, mais je rêve. N'importe quoi. De 2. Ce moment-là qu'on a balancé sur les réseaux de Embiid qui se marre en reprenant le... Putain, mais moi j'ai envie de péter un câble. Le truc de Giannis, là. Où il reprend le truc de Giannis, genre c'est juste un step vers le succès, il est encore en fringue et il se mord la lèvre en mode il se tape une barre. Mais j'étais là genre, mais c'est ça le métaverse, le multiverse. C'est pas possible. Quand t'es ton leader et tu vois ça, moi je suis PJ Tucker et je vois ces images, vas-y, je rage quit.
Mais bien sûr, je rage quit. Et qui va venir vouloir jouer avec eux, là? Qui peut décemment se dire, ouais, avec eux, ouais, on va être champion, on va aller au bout? Personne. Parce que tu vois, Yanis, bon, déjà, il a déjà la bague, hein. Et puis, deuxièmement, quand il dit qu'il est vénère et qu'il va revenir plus vénère, je sais pas, j'ai envie de le croire, moi. Après, je te dis pas que c'est pour ça qu'il va être champion, mais j'ai envie de le croire, j'ai envie de me dire, ouais, Yanis, probablement, il va joindre les actes aux paroles. Alors que Joël, je veux dire, là, il vient quand même de faire une série face aux Celtics. Ok, oui, les Celtics défendent bien. Oui, il y a Robert Williams, c'est à leur fin. Ok. Il fait une série très en dessous de ses standards. Mais c'est même statistiquement, je bague totalement ce que tu dis. On a, je crois, c'est ESPN qui a balancé la stat, on n'a jamais vu un MVP avoir une telle chute de scoring dans une série de playoffs après avoir retrouvé son trophée. Putain. Pardon. Donc c'est pas bien. L'attitude n'y est pas. Le mental, à mon avis, n'y est pas. Non. Et le talent est incontestable. Mais le talent, si ça suffisait, ça se saurait. Ah bah ça. Et ça ne suffit pas. Il faut et le travail, et le mental, et aussi de la préparation, comment tu abordes ce genre de rencontre. Parce que Embiid, ok, Harden. Alors, t'es censé avoir l'expérience. Parlons de James. Et soi-disant qu'on est trop dur avec lui, et qu'en play-off, il a déjà cassé des bouches. Moi, j'ai surtout vu se faire casser la bouche, là. Hein. Alors, tout à fait. Et par des mecs qui n'ont pas le même statut que lui, hein, parce que, pardon, mais... Non, bien sûr. Harden à la limite, et je dis bien à la limite, indéniablement, sur la série, il te sort deux énormes performances. Tout à fait, ça c'est vrai. Qui sont 2 des 3 victoires des Sixers, ce que Joël n'a pas fait. Vraiment, il a été bon en protection d'arceau. Je suis d'accord, moi je parlais du Game 7, mais effectivement, tu as raison de le souligner, il fait 2 énormes matchs. Harden, le Game 1 et le Game 4, si je dis pas de conneries, ce sont des masterclass absolus de Harden. Monstrueux. Il est monstrueux, tout à fait. Quels que soient les défenseurs qui soient mis sur la gueule, ça ne passe pas. Et en fait, en Game 7, là, on a retrouvé cette espèce de passivité. 9 points à 3 sur 11. Cette passivité de Harden, où en fait, en première mi-temps, il y avait des lignes de pénétration et des drives, où en fait, je me suis refait dans la foulée le Game 1. Et sur ces pénétrations-là, soit il y a petit move et il finit main gauche, soit il y a petit jeu à mi-distance et il le rentre. Il n'y a même pas eu ça. C'est comme si, je sais pas c'est quoi, c'est la pression, c'est le contexte, je ne comprends pas comment un mec comme Harden, par exemple, dans ce genre de situation, ils se disent pas, bon bah je vais essayer justement de créer la différence parce que là, on est en train de prendre l'eau. Embiid nous sort que bravo à Boston parce qu'ils ont totalement anéanti le pick and roll Embiid-Harden sur ce game. Jouer autrement. Ça veut dire bravo et c'est tout. Ouais. Merci. Il n'y a aucune capacité à juste s'adapter en plein match. James Harden a pris moins de tirs et a mis moins de points que Malcolm Brogdon sur ce Game 7. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, c'est le moins bon score. Dans un soir d'adresse. Va chercher les lancers, bats-toi, prends des fautes. Je m'en fous, débrouille-toi, t'es James Harden. T'as mis moins de points que PJ Tucker, fin de la blague. Fin de la blague. PJ Tucker met 11 points dans le premier quart-temps. Il est énorme. C'est le début de match de Philly qui est trop bien. Il mène le premier quart-temps 29-23. Tucker est parfait. Il lâche un airball, mais après même le petit jeune Maxi, il a été plus agressif. Il a essayé des trucs et tout. Et donc Joël Embiid n'a que 6 lancés. Ouais, je suis sur la feuille de stats. Il a que 6 lancés. Harden n'en a que 2. Il n'y en a que 2. Non, mais... Attends, t'es à 8 sur 29 au tir. Là, c'est pas de la faute de Scott Foster en plus. Hein. Non, désolé, parce qu'en effet, il y a de la. Mais bien sûr, parce qu'en effet, il y a de la frustration de certains calls. Oui, on l'a vu en première mi-temps, mais tu peux pas te reposer là-dessus. Toutes les personnes qui ont regardé ce Game 7, toutes, même les plus die-hard fans de Philly. Moi, c'est ça qui me fait de la peine, si tu veux, le plus pour les fans de Philly, c'est que on s'appelle Trash Talk. Donc, lorsqu'il est question de sortir le lance-flamme là sur Embiid, sur Harden, c'est des classiques, on va s'occuper de Doc Rivers, etc. Moi, ce qui me fait chier, c'est que Philly fait une bête de saison, et c'est ça la dernière image qu'on a. Et ça m'emmerde pour les fans. Parce que la saison de Philly, la régulière, elle est bonne. Le premier tour, il n'y a aucune discussion. Et le début de la série, le Game 1, là, notamment contre Boston, il n'y a pas à discuter. Et de finir encore avec ce truc, alors que tu as parlé d'avoir fait les moves et les ajustements l'été dernier pour essayer de faire la différence, mais c'est un statu quo total. Tu peux pas dire, bon, bah non, on progresse vachement, quoi. Non. Bien sûr, mais c'est toute la cruauté du sport de haut niveau. Regarde l'année dernière les Suns. 64 victoires, une régulière de grand malade mental. Oui. D'accord. Oui. Ça fléchit un peu en play-off contre les Pélicans et
ça craque complètement contre les Mavs au Game 7 à domicile. Oui. C'est pas tout à fait la même chose et tout, mais je veux dire, c'est ça aussi, c'est ça qu'on retient de ces Suns-là. D'ailleurs, on en parlera et tout. Bon, contre Denver, le contexte est différent, mais c'est pas beau non plus qu'on produit les Suns, tu vois. Mais c'est ce qu'on retient parce que c'est ça aussi toute la cruauté du sport de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, à la fin, il reste des champions. Et en fait, plus tu montes dans le niveau, plus le niveau de talent est haut, plus les différences se font sur le mental, l'engagement physique, la préparation, éventuellement les choix tactiques du coach, mais elles se font plus tellement sur le talent. La preuve, c'est que James Harden et Joel Embiid sont des joueurs d'un talent immense. Je ne pense pas que ce soit des joueurs moins talentueux que Jason Tatum. Non. Sauf que Jason Tatum, lui, hier, il a commencé à prendre chaud et il n'y avait personne en face pour répondre. Bah, bien sûr. Personne. Et qu'on dise bien personne, c'est pas personne genre quelqu'un qui met 51 points, c'est quelqu'un qui tient tête, juste. C'est qui tient tête, qui fait quelque chose pour garder l'équipe dans le match, pour éviter de prendre un run de fou furieux et de pas être foutu de scorer de plus de 10 points dans le troisième quart, parce que là, oui, le TD Garden est en feu, Boston défend bien, et Jason Tatum, c'était même plus Kobe, là, c'était le Kobe du Jordan des grandes années. Du 22 janvier 2006, quoi, si vous voyez ce que je veux dire au niveau de la ref, quoi. Très clairement. Sur le trash talking pur, Dieu sait si on a vu Joel et des Harden faire des trucs, et il y a souvent cette capacité, comme on le dit, des grands joueurs, à parler non pas une fois que tu es devant, mais lorsqu'il y a 0-0 ou que c'est compliqué. Tatum, en sortie notamment de son Game 6, balance en antenne nationale que c'est un des meilleurs joueurs au monde et qu'il doit le prouver. 48 heures après, il met 51 points. Je parle, j'agis. On n'a pas du tout eu ça de la part de Embiid. Je suis ressorti là de ce match en retombant sur des déclarations de Embiid, notamment en plein mois de mars, lorsqu'il y avait la bataille pour le MVP, qu'il disait qu'il avait zéro pression sur les playoffs, parce qu'en fait, c'est pas lui qui avait un double trophée de MVP en titre et qu'il n'avait pas tout ça, mais... Ouais, bah le double MVP en titre, enfin plus en titre maintenant, il fait ses playoffs. Lui, il fait ses playoffs et l'autre, non. Et c'est très très chaud parce que j'avoue que je pensais pas aujourd'hui, Alex, qu'on se dirait, bah tu sais quoi, moi j'en veux pas à des gens qui disent, bon bah c'est bon, Embiid il voulait son trophée de MVP, bravo les Sixers. Et puis, je leur veux pas s'ils pensent ça. Ouais, alors que c'est débile à la base comme postulat, mais non en fait. Naze. Et puis ça se voit dans le match, ça se voit dans la série. Tu vois, les Celtics font pas une série d'une grande régularité. Ils étaient prenables. Jason Tatum fait pas une série d'une grande régularité. Par contre... Oui, mais principalement offensive, parce qu'on sait qu'on le défonce quand il shoot mal, et on l'encense quand il fait des matchs comme la nuit dernière, là où effectivement il est injouable en attaque, il y a tout qui rentre, il fait que des bons choix, dès qu'il drive ça se finit bien, enfin tu vois, genre il prend des pull-ups, ça devient n'importe quoi. Mais on oublie aussi que quoi qu'il arrive, Jason Tatum, il se bat de l'autre côté du terrain. Ouais. Il ramasse du rebond, il fait de la passe, il monte la balle, il fait des matchs complets, il montre l'exemple. Et moi, c'est ce que je reproche le plus là à Harden Embiid, c'est ça montre pas l'exemple. Je pense que tu peux, vraiment, sincèrement, je pense que s'ils ne font pas un travail sur eux-mêmes, si tant est qu'ils en soient capables, mais s'ils font pas un travail sur eux-mêmes, ils gagneront rien. Ils gagneront rien en ayant cette attitude et cette mentalité. Bien sûr. Non, mais on est complètement d'accord. C'est une grosse claque dans la gueule des fans des Sixers, qui en amène à potentiellement d'autres. Alex, puisqu'on parlait du dossier Embiid là pour le boucler, on sait aussi qu'il y a cette free agency qui va potentiellement démarrer cet été avec James Harden. On a vu Adrian Wojnarowski, il a pris bagel, croissant, café, il a fait tiens, il est 8h du mat, alors la piste Houston, elle est réelle. Hein. Il s'est réveillé, il a choisi la violence, comme on dit. Alex, tu t'as démarré l'apéro en disant mais non, tranquille, en ricanant, que c'était l'année 1 du projet. Harden reste à Philly ? Est-ce qu'on a vu la dernière minute de Harden sous le maillot des Sixers ? Moi, franchement, vu le profil de sa carrière ces dernières années, je serais pas du tout surpris qu'il s'en aille. Vraiment. Pas du tout surpris s'il s'en va. Tu vois ? Genre... Après, ce serait évidemment un échec cuisant pour cette épopée à Philly. Moi, je serais plutôt partisan qu'ils restent et qu'ils essayent de faire mieux ensemble, avec Joel. Mais Harden, ces dernières années, même si je sais, on va me dire non, mais tu te rends compte, à Brooklyn, désolé quoi.
Il a voulu partir de Houston, il n'était pas content. Après, il a voulu partir de Brooklyn, il n'était pas content. Là, soi-disant, à Brooklyn, il avait tout ce qu'il fallait, il l'a dit lui-même, tout allait bien et tout. Il n'a pas délivré. Hein. Ok, il a fait 2 gros matchs. Ça reste que 2 gros matchs sur 7. Non, bien sûr. C'est pas assez pour battre les grandes équipes, en fait. Je te pose la question parce que il y a une piste... je suis pas surpris si ça va. Tout à fait. Je te pose la question parce qu'il y a une piste qui existe. Il y a une part de moi qui la souhaite. C'est... évidemment, il y a Doc Rivers avec tous ces trucs de Game 7, de machin, toutes les critiques qui sont les Clippers sont les premiers à, soi-disant, un peu plus respirer depuis son départ. Bon, après, il y a eu juste un gros run de finale de conférence, pas non plus comme s'ils avaient accroché 4 bannières depuis son départ. Doc est arrivé en conférence de presse et quand on lui a posé la question, en effet, tu l'as bien dit en rigolant tout à l'heure, il lui reste encore 2 années de contrat. Moi, j'espère, c'est peut-être un peu méchant pour Doc Rivers, mais j'espère qu'il va servir de fusible. Qu'à Philly, ils vont dire, tu sais quoi, out. Qu'ils vont tenter de mettre un autre coach à ces gars là, Harden et Embiid. Que Harden va rester un petit peu pour essayer de voir si ce projet, en effet, il peut continuer avec Harden, Tucker, Maxey, Tobias, Embiid et compagnie. Et là, on verra vraiment qui c'est. Parce que, tu l'as dit, il y a une marge de progression en termes de leadership, de professionnalisme, d'attitude. Je dis pas que c'est la faute de Doc, puisque ce n'est pas la faute de Doc, mais j'aimerais bien voir si ce groupe peut être meilleur en étant dirigé par un autre entraîneur. Et si ce sont les mêmes joueurs qui répètent les mêmes erreurs, ça servira à rien de remettre le truc sur la tête de Doc, de Brett Brown, de je sais qui, de Michel, de Joséphine. Ce sera Harden et Embiid, des joueurs très talentueux comme tu l'as dit, mais qui ne vont jamais très très loin. C'est un autre coach un peu plus tacticien pour à la mi-temps ou pendant le 3e quart-temps couper le jeu, mettre en place des choses qui surprennent un tout petit peu les Celtics et Mazzulla pour calmer et comment dire, arrêter l'hémorragie. C'est vrai que là-dessus, Doc Rivers, c'est pas la première fois et il nous énerve. Et même le Game 6, hein, le 4e quart. Ah bah ça, t'inquiète. À la maison, là, tu dois gagner. Tu dois finir la série, en fait. Bref, donc oui, non, attends. Doc Rivers, moi, je suis Daryl Morey. Je dégage Doc Rivers, hein, 2 ans de contrat. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est ça en fait, je suis d'accord avec toi. Parce que l'effectif, c'est un effectif qui a une gueule de potentiel finaliste NBA. Hein. Ça. Et je vais chercher, je ne sais pas qui d'ailleurs, à voir. Est-ce que tu essayes Nick Nurse ou des mecs qui ont montré que tactiquement, ils avaient du. Comment ? Tu rentres dans la danse de tout le monde là qui essaie de toquer aux portes, là, tous les coachs là. En plus, il y a quelques coachs là qui se sont fait virer, qui peuvent être intéressants. Après, à voir comment tu les utilises et si tu as envie de ces mecs-là, mais. Tu vois, voilà, comment tu travailles. Mais en tout cas, oui, je pense que ça peut tout à fait se tenter. Ouais. Bien sûr. Il faut une poigne. J'aime bien les délires de Doc Rivers qui envoie des chansons de gospel à James Harden. J'ai eu la réaction de Harden quand on lui a dit comment allait votre relation avec Doc Rivers. C'est une longue hésitation sur sa réponse hier soir en sortie de match. J'aimerais bien voir un autre coach. Un autre coach pour ces Sixers. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute de Doc Rivers, ça veut dire que c'est une faute répartie, mais un autre entraîneur. Et qu'on voit à quel point ce groupe peut aller loin, parce que là, tu as tout donné face à une équipe qui, si ça se trouve, on verra contre Miami, mais sera finaliste NBA ou même champion NBA ou qui va sortir au prochain tour, on va voir. Mais ils ont cette capacité à être forts, Philly. Et c'est ça qui m'emmerde avec cette image finale de ce Game 7, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient forts offensivement, ils ont montré qu'ils étaient forts défensivement, ils ont montré qu'ils pouvaient gagner à l'extérieur, à domicile. Merde, quoi. Il leur faut un cap en plus. Est-ce que c'est joueur, est-ce que c'est entraîneur, est-ce que c'est les deux ? C'est un peu ça la question. Peut-être aussi que Joël, il retiendra la leçon et qu'au lieu de foutre des 40 points sur la tête d'équipe à la con en fin de saison pour gagner un trophée de MVP, il travaillera un tout petit peu mieux, même si bon, c'est jamais de peau de se blesser et tout, mais comme par hasard... c'est la faute à pas de chance. Hein. Oui. Mais ça se répète souvent. C'est la faute à pas de chance, exactement, c'est ça, je suis d'accord, c'est la faute à pas de chance. C'est comme quoi, c'est comme la cuisse de Chris Paul en mai, quoi. C'est la faute à pas de chance. Bah ouais, mais... 10 ans d'écart, quoi. Peut-être que, bien sûr, mais peut-être qu'aussi comprendre, s'économiser, chercher vraiment ce qu'il faut faire pour gagner collectivement, peut-être aussi que c'est quelque chose sur lequel Joel Embiid doit se pencher. Et ça va bien au-delà des blessures. Là, je prends les blessures en exemple, mais c'est vrai que c'est la faute à pas de chance. Et les blessures, tu peux être parfaitement préparé et te blesser. Je dis pas le contraire. Hein. Je dis juste que lui, il a un corps qui se blesse assez facilement. Et donc voilà.
Peut-être qu'il devrait aussi travailler différemment, mettre des choses différentes pour être prêt à l'instant T. Et éviter de faire des stats moins bonnes qu'en régulière quand ça compte vraiment dans une série de playoffs contre Boston. Ouais. Il faut garder PJ Tucker dans son oreille, parce que ça a bien servi à certains moments, quand même. C'est vrai. Il faut un coach qui lui mette les tartes quand il faut, parce que là, vraiment, c'est un peu l'amical des Sixers, j'ai trouvé sur certains aspects. C'est ce qui fait que Doc Rivers est adoré par les joueurs. Ouais, mais ça, les players coach, moi perso, c'est pas ma cam. Ouais, moi non plus. C'est pas ma cam. Il y a un moment où Steve Kerr est le premier aussi à dire Draymond nous casse les couilles, et en fait, ça calme le groupe. ça calme le groupe. Et puis Steve Kerr, c'est pas le dernier à essayer des joueurs, bien à changer sûr, ses rotations. Spoelstra s'est bumpé avec Jimmy Butler. Enfin, je veux dire, les grands se retrouvent grands, et c'est vrai que là. Moi, Alex, je propose de faire une promesse aujourd'hui. Tu sais quoi, là, on est un lundi. On est combien le lundi? Combien? Putain, 15. On est le lundi 15 mai. Je ne veux plus jamais voir Joel Embiid se marrer en conférence de presse après un Game 7. Après une défaite en Game 7. Après un défaite en Game 7. Et avec ce genre de performance. Oui, voilà. Plus jamais. Tu peux louper des matchs si tu veux, il n'y a pas de problème. Et les soucis de blessure, Alex l'a mentionné, la faute à pas de chance, on verra. Et qu'il ait les boules au moins. Mais qu'on ait au moins l'impression qu'il a les boules d'avoir perdu, quoi. Mais que ce soit, rire et chanson en sortie de Game 7 et de défaite, mais alors ça, moi, je refuse. Parce que sinon, ça sert à rien. C'est super talent, merci, au revoir. C'est clair. On a l'impression que Joel Embiid, il arrive en conférence de presse, il dit... Vous connaissez l'histoire du Marseillais, du Breton et putain, mais putain le concombre, quoi. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est relou, franchement. Fans de Philly, défoulez-vous dans les commentaires. Dites-nous comment vous verriez l'été. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera très certainement pendant les 30 prévents 30 jours. Je peux dire que le coup d'œil dans le rétro, il va faire mal. Il y a moyen que le coup d'œil dans le rétro soit un petit peu salé. Alex, tu connais la blague de... Alors, Joël Harden. Bon, alors, les transferts. Alors, les départs. James Harden. Arrivé, Mike D'Antoni avec Daryl Morey. Oh putain. On va se marrer, je pense. Clairement, merci aux Sixers de nous régaler. Et évidemment, les fans de Boston, on se retrouve très vite car il y a une série de finales de conférence à préparer contre le Miami Heat. J'en profite pour vous rappeler évidemment que si vous allez dans la Descro et en commentaire, vous pouvez foncer chercher le cœur brodé. Tout à fait, comme le dirait Alex, c'est en référence à la ville de l'amour fraternel. Exactement, The Brotherly Love. Tout à fait, from Philly. Bonnes vacances, qui fait bien Will Smith et Meek Mill. Et on se retrouve la saison prochaine. Merci les Sixers. C'est vraiment... Et voilà, les Sixers. À dans 5 mois. Exactement, à la prochaine. Ciao. Ciao.